Bonjour et bienvenue. Si on a déjà eu mal à l'épaule, on a peut-être remarqué un truc un peu bizarre. D'un professionnel de la santé à l'autre, les conseils, ils peuvent changer complètement. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour un problème pourtant si commun. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, regardez ce chiffre. Entre 50 et 85%, c'est la part des douleurs à l'épaule qui sont causées par un problème à ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. C'est juste énorme. On ne parle pas d'une petite maladie rare, non, c'est la cause numéro 1 de la douleur à l'épaule. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Si ce problème est si fréquent, pourquoi est-ce que les conseils pour le soigner sont un vrai casse-tête, parfois même complètement contradictoires? C'est la grande question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. D'où vient toute cette confusion? Allez, c'est parti pour notre enquête. Il faut savoir que les médecins, les kinés, ils ne travaillent pas au hasard. Ils ont des sortes de manuels d'instruction, des guides officiels pour les aider à prendre les bonnes décisions. Ces fameux manuels, leur nom officiel, c'est Guide de pratique clinique, ou GPC. C'est un peu comme un livre de recettes pour les pros de la santé. L'idée, c'est de rassembler toute la science disponible pour dire « voilà la meilleure façon de traiter une douleur à l'épaule ». Sur le papier, franchement, c'est génial. Mais voilà, que se passe-t-il si ces livres de recettes sont, pas fiables, ou s'ils se contredisent entre eux? C'est exactement la question que des chercheurs se sont posés. Et si le problème ne venait pas des médecins, mais des guides eux-mêmes? C'est ça le point de départ de leur enquête. Du coup, une équipe s'est lancée. Leur mission? Passer ces fameux manuels au crible. Un peu comme des détectives, ils ont décidé d'évaluer la qualité de ces guides et de voir s'ils racontaient tous la même histoire. Et ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Leur plan d'attaque était en 3 temps. D'abord, trouver tous les guides importants sur le sujet. Ils en ont déniché 9. Ensuite, noter chaque guide. Est-ce qu'il est bien fait, solide? Et enfin, l'étape la plus maligne, ils ont analysé les mots précis utilisés. On va voir pourquoi c'est si important. Et alors là, une fois l'analyse terminée, les premiers résultats sont tombés. Et franchement, c'est la douche froide. Regardez bien ce graphique. C'est simple et c'est édifiant. Sur les 9 guides étudiés, seulement 3 sont considérés de haute qualité. Les 6 autres, faible qualité. Ça veut dire que les 2/3 de ces manuels officiels sont en fait assez fragiles sur le plan méthodologique. Ça fait réfléchir, non? Mais ce n'est pas tout. Pour vraiment comprendre les différences, les chercheurs ont utilisé une méthode super intéressante, l'analyse sémantique. En gros, ils ont étudié les mots. Parce que soyons clairs, quand un guide dit « il faut faire ça » ou « on pourrait éventuellement envisager ça », ce n'est pas du tout la même chose. Voilà un bon résumé de leur méthode. Ils ont pris des catégories. Essentiel, c'est quand le guide dit « le clinicien doit », c'est une obligation. Recommandé, c'est un peu plus souple, il devrait. Puis on a peut-être recommandé, là c'est juste une option parmi d'autres. Et enfin, non recommandé qui veut dire « ne faites pas ça ». C'est en regardant ces nuances qu'ils ont trouvé les grosses incohérences. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode, venons-en au résultat. Concrètement, sur quoi est-ce que tous ces guides étaient d'accord? Et surtout, sur quoi est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord du tout? Alors, il y a quand même des points de consensus. Heureusement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un bon examen physique et un historique complet du patient. Et surtout, tous les guides mettent en avant les programmes d'exercice. Ça, c'est le point d'accord numéro 1. Par contre, là où ça se gâte, c'est sur le reste. L'imagerie médicale, genre les radios, les IRM, c'est le flou total. Certains disent oui, d'autres non. Et pour la chirurgie, pareil, c'est la confusion. Et ça, c'est vraiment le message à retenir. S'il y a une seule chose sur laquelle tous les experts, tous les guides tombent d'accord, c'est ça, l'exercice. C'est la pierre angulaire du traitement. Au milieu de tout ce brouillard, c'est la seule recommandation qui soit vraiment universelle. Pour donner un exemple bien concret de cette confusion, prenons les ultrasons thérapeutiques. Certains guides disent que ça peut être recommandé. En gros, c'est une option. Mais d'autres disent que ce n'est pas recommandé. Carrément le contraire. Comment s'y retrouver avec des signaux aussi contradictoires? Ok, tout ça c'est bien beau, mais en fin de compte, pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça change concrètement pour quelqu'un qui a mal à l'épaule? Alors, si on résume. Premier point, tous les conseils médicaux ne se valent pas parce que les guides sur lesquels ils reposent ont des qualités très variables. Deuxième point, et c'est le plus important, l'exercice, c'est la seule chose qui fait l'unanimité. Troisième point, le désaccord sur l'imagerie ou la chirurgie explique pourquoi une personne peut avoir 2 avis complètement différents. Et enfin, le fond du problème, c'est ce manque de standardisation. La conclusion de l'étude est donc un véritable appel à l'action. Il est urgent de développer des guides de meilleure qualité, plus rigoureux, plus cohérents. Bref, il faut que tout le monde ait le même manuel d'instruction et que ce manuel soit fiable. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Quand les manuels officiels ne sont pas d'accord entre eux, comment fait-on pour prendre les bonnes décisions pour sa propre santé? Ça montre à quel point il est essentiel de s'informer, de poser des questions et d'être un acteur de ses propres soins. Et ça, c'est vrai pour la douleur à l'épaule, mais aussi pour bien d'autres choses.